Mes enfants, bonsoir. Comme chaque semaine, on va essayer de retenir une idée clé, de la paracha sur la base de notre introduction habituelle. Regardez, s'il vous plaît, dans votre livre, au terme de la sidra précédente, c'est-à-dire la paracha qui a précédé, c'était quoi? C'était Miketz. Alors, à la fin de la précédente sidra, on a vu que Binyamin a été pris en flagrant délit de vol. En l'occurrence, la coupe du vice-roi d'Égypte a été retrouvée dans son sac. Comme vous savez, c'est un traquenard, c'est d'un coup monté. On ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Benjamin et ses frères, Binyamin et ses frères, sont à la merci d'un Égyptien tout-puissant, hostile depuis le début et outré à présent par leur conduite. En fait, ce que Yosef a fait dans cette histoire, vis-à-vis de ses frères, c'est de nous préparer à la manière dont les nations du monde allaient se comporter vis-à-vis des Juifs pendant des siècles. Pendant des siècles et des siècles, les Juifs ont toujours été d'une loyauté exceptionnelle vis-à-vis des chefs et des gouvernants d'État dans des pays dans lesquels ils ont vécu. Et au moment où ça les arrangeait à ces chefs d'État d'être à la bonne avec les Juifs, de pouvoir en soutirer, en recueillir des intérêts, notamment économiques, alors ils se comportaient bien. Et quand ça ne les arrangeait plus, ou alors que par leurs mauvais instincts, ils étaient conduits à nous tendre un piège, alors ils l'ont fait. C'est ce qu'on appelle notamment les doubles langages qui ont toujours existé et qui existent encore aujourd'hui. Où d'un côté, on dit aux Juifs, notre pays sans les Juifs, c'est pas notre pays. Et puis, dans le même temps, on fait tout pour pourrir la vie des Juifs, notamment en Israël, en sachant qu'en pourrissant la vie des Juifs en Israël, ça a des répercussions sur les Juifs en dehors d'Israël. Non pas parce que nous, on importe le conflit, parce que nous, les antisémites, se servent de cela pour importer le conflit. Regardez un petit peu. Celui-ci, qu'est-ce que c'est-à-dire Yosef, qui est, je vous le rappelle, aux yeux de ses frères, qui n'est pas, non pas Yosef Hatzadik, mais qui est tout simplement le vice-pharaon d'Égypte. Celui-ci décrète que Binyamin restera en Égypte comme esclave, tandis que ses frères pourront rentrer chez eux, auprès de leur père. C'est quoi cette idée ? Cette idée, c'est exactement cela. Les Juifs, quand ils vivent en dehors d'Israël, sont toujours les otages des Juifs qui vivent en Eretz Israël. C'était comme ça autrefois, et c'est encore le cas aujourd'hui. Tous les frères qui sont évidemment abasourdis par la tournure des événements, ils se rendent compte qu'il s'agit d'un coup monté, ils savent pas comment faire, comment réagir. Ils restent muets, tellement ils sont choqués par l'attitude incroyable, exactement comme les Juifs sont choqués lorsque ils voient certaines déclarations de certains chefs d'État, de gouvernement, lorsqu'ils disent des choses, des énormités, des condamnations d'Israël, ils sont sans voix. Mais il y a toujours Baruch Hashem dans toute l'histoire d'Israël, que ce soit en Israël même avec Yehuda Maccabi, ou que ce soit avec Yehuda, le fils de Yaakov et le frère de Yosef, ou tout un tas d'autres Yehuda, même s'ils ne portent pas le nom de Yehuda. Il y a des êtres d'exception qui, en dehors d'Israël, ne se laissent pas ni berner, ni, en quelque sorte, ne se laissent pas corrompre. Et eux, au péril de leur vie, s'avancent pour plaider en faveur de leur frère. Et ici, c'est Yehuda qui vient pour plaider en faveur de son frère Binyamin. Son discours est simple, mais tellement éloquent. Il est mesuré, il est vibrant d'émotion. Il est respectueux, mais résolu. Toujours cette idée que les Juifs doivent respecter, toujours, les dirigeants des pays dans lesquels ils vivent. Mais attention, être respectueux ne signifie pas se mettre à plat ventre. Être respectueux ne signifie pas se prosterner devant eux. Yehuda sollicite sans se défaire un seul instant de sa dignité. Il sollicite la compréhension de Yosef. Et bien qu'il ne puisse contester l'équité du jugement parce que la coupe a effectivement été retrouvée dans le sac de Binyamin, il le voit bien. Alors il offre de le remplacer comme esclave. Il dit ok, toi le roi, le vice-pharaon d'Égypte, tu dis que en effet la coupe elle a été au-dedans de lui-même, Yehuda sait que c'est un coup monté, mais comment? Tu vas pas dire au roi tu es un menteur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ok, je reconnais, mais
vous prenez Benjamin. Benjamin, c'est le plus petit de la famille. S'il ne revient pas avec moi, son père pourrait en mourir. Alors, moi, qui suis l'aîné, moi, Yehuda, qui suis celui qui va incarner la royauté d'Israël, je me porte garant. En effet, le roi d'Israël à l'époque et tous ceux qui, plus ou moins, jouent le rôle du roi d'Israël, quels que soient les systèmes de gouvernement, ils sont d'une certaine manière les garants de la vie et de la survie des enfants d'Israël qui sont pris en otage. Il est bien entendu, et il se propose comme esclave à la place de Benjamin, exactement, bravo. Il est bien entendu sans lieu de se douter qu'il s'adresse à qui? À celui-là même qu'il avait autrefois vendu comme esclave. Parce que quand ils l'ont vendu comme esclave, Yosef, il était tout jeune, il était imberbe. Et là, il est vigoureux, il est fort, costaud, avec une barbe, et en plus, avec certainement les accoutrements de la royauté égyptienne, et donc il ne peut pas se douter qu'il s'agit de son frère. Le Midrash rapporte que les frères ont reculé lorsque Yosef et Yehuda se sont affrontés. Pourquoi? Ils ont senti que la confrontation n'opposait pas tant deux fortes personnalités, mais que deux idéologies différentes, comme on voit souvent dans l'histoire. En fin de compte, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu dans cette joute, car Yosef et Yehuda, ainsi que leur façon de voir et de concevoir l'avenir, sont tous deux nécessaires à la formation et à l'existence du peuple juif. Et c'est ce qui apparaît aujourd'hui dans l'histoire moderne des relations des Juifs à Israël, que ce soit en Eretz Israël ou en dehors d'Israël. La Torah nous dit que Yehuda s'est approché de Yosef, Vaïgash et la Yehuda. Ce qui, selon le Zohar et le Midrash, signifie que Yehuda a, en quelque sorte, forcé la carapace dont Yosef s'était entouré pour ne pas se laisser émouvoir. Et ce dernier avait l'intention, c'est-à-dire Yosef, a priori, avait l'intention de dissimuler son identité jusqu'à l'instant propice, le moment venu. Mais Yehuda, mêlant admirablement, le récit, la narration, la supplique et l'attaque, arrive à lui arracher son secret. À ce moment-là, la nouvelle éclate. Non seulement Yosef est toujours en vie, mais comme il le souligne lui-même, il est leur frère, Ani Yosef. Je suis votre frère Yosef que vous avez vendu. Et tout de suite, il va lui dire, est-ce que notre père est encore en vie? Imaginez la surprise des frères qui découvrent à la fois que leur frère qu'ils croyaient mort est en vérité en vie, et en fin de compte, vous imaginez le coup de théâtre et l'intensité de l'émotion produite. Et de ceci avec tout ce que ce mot implique d'amour et de tendresse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes enfants, je veux que vous compreniez, vous attirez votre attention sur cette chose qui est à la fois pleine de sens, pleine d'émotion, pleine de tendresse et aussi pleine de surprises. Dans l'histoire d'Israël, on a régulièrement des moments forts. Il y a des gens, voyez-vous, qui réalisent la relation avec Dieu, avec Israël, avec leurs frères, en fonction de leur intérêt personnel, leur intérêt du moment, voire même les positions honorables qu'ils peuvent occuper. Les uns en occupant tel poste, telle position, et en étant persuadés qu'en ayant de bons rapports avec les autorités locales, alors ce sera à la fois bien pour eux et bien pour les autres. Sauf que ça n'est vrai qu'à une seule condition. C'est que celui qui joue à ce jeu-là n'en joue pas trop. Qu'il montre à tout moment, non seulement à ses frères, mais aussi au monarque, au roi, au président, pour parler en termes modernes, auquel il s'adresse, il lui fait comprendre que, attention, on respecte toujours l'autorité politique, l'autorité économique, l'autorité sociale du lieu dans lequel on vit, mais il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté ici sur le fait que les intérêts collectifs pour lesquels on se bat, c'est les intérêts de son peuple, de sa communauté. Exactement comme un chef de famille, il doit penser à sa famille, même s'il doit aimer l'humanité. Sa propre famille passe avant l'humanité. Et la même chose, le peuple d'Israël avant l'humanité.
Et dans notre cas, c'est doublement vrai. Parce que lorsque on se préoccupe de sa famille, c'est-à-dire le peuple d'Israël, c'est la plus belle façon, la façon la plus honorable et la plus sincère de se préoccuper de l'humanité. Pourquoi? Parce que la vocation du peuple d'Israël, c'est ça. La vocation du peuple d'Israël, c'est de se préoccuper du sort de l'humanité, de rechercher en permanence son bien, le bien de tous ceux qui nous entourent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, voyez-vous. Il y a des gens qui ont une solidarité, un amour a priori légitime pour leur communauté, pour leur pays. Mais malheureusement, leur amour pour leur communauté ou leur pays, c'est un amour qui est exprimé au détriment de l'ensemble des peuples de la terre. De l'ensemble des peuples de la terre. Alors que nous, c'est au détriment de personne. Au contraire. On a trop souvent le contraire. On a des juifs qui, au détriment de leurs frères, se préoccupent du sort de l'humanité. Alors la Torah dit non, non, non. Ceux qui agissent de la sorte ne sont pas des gens bien au sein du peuple juif. Quelqu'un qui est capable, au nom de son altruisme et de l'amour de l'humanité, il est capable d'être en opposition et en situation, en posture d'ennemi vis-à-vis de ses frères, en fin de compte, il finira par être ennemi du monde entier. À l'inverse, celui qui se comporte d'une manière fraternelle avec ses frères, en restant quelqu'un de bien, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui recherche le bien de l'humanité, alors il sera capable, les mêmes qualités qui font qu'il est loyal et fidèle à sa propre famille, feront qu'il sera loyal et fidèle pour l'ensemble des familles de la terre. Vous comprenez cette notion? Elle est très essentielle, mes enfants. Je le dis parce que pendant, malheureusement, trop de décennies, certains dans les divers échiquiers politiques des extrémistes de droite ou de gauche ont toujours mis en doute ou en cause la légitimité des Juifs, comme si le fait d'avoir une sympathie pour Israël, eh bien, pouvait être en quelque sorte mis sous caution, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils font là. Quand le député français, des Français en Israël, dès qu'il défend Israël, alors qu'est-ce qu'on essaye de l'isoler? Certains essayent de l'isoler en disant oui, vous êtes plus israélien que français. Ah, c'est ce qu'ils aimeraient. Ils aimeraient que lorsque quelqu'un, il est fidèle à la France et à Israël, qu'on fasse croire qu'il ne l'est pas. C'est parce qu'ils ne supportent pas. Puisque eux, pour être fidèles à leurs idéaux électoralistes, c'est le contraire. Ils sont capables de dire du mal et de faire du mal à leur propre pays. Ben nous, on va justement leur apprendre par la Torah qu'on ne ressemble pas du tout, chas v'shalom. Nous, on est fidèles et à la France et à Israël. On est fidèles et aux Juifs et aux êtres humains. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la droiture, l'intégrité, la vérité et la morale, la vraie. Celle qui ne fait pas en fonction des intérêts électoralistes, mais en fonction de la vérité pour la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui finira par triompher dans tous les combats idéologiques. Et notre combat idéologique par excellence dans la Torah, c'est d'être toujours aux côtés de ceux qui œuvrent ensemble pour la vérité. C'est exactement comme Yehuda l'a fait, mais c'est également comme Yosef l'a fait. Et même si entre juifs, il peut y avoir des fois des dissensions, comme cela fut le cas entre Yehuda et Yosef, finalement ils se retrouvent. Et ça se termine bien la paracha. Finalement, ils vont s'embrasser et l'un va se faire connaître à ses frères. Et ça va même plaire. Ah, vous savez, il y a toujours des gens qui écoutent aux portes. Ceux qui, dans les salons du pharaon d'Égypte, écoutaient aux portes et ils ont réalisé que Yosef, qui était le vice-pharaon d'Égypte, il s'est fait reconnaître à ses frères. Ça leur a plu d'apprendre qu'en fait c'est un esclave qui est devenu vice-pharaon et que celui-là, eh bien, c'est ce que j'appelle les Américains les happy end, les belles fins de films, vous savez, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde se retrouve. Sauf que, comme on le verra, ça ne marche qu'un temps. Puisque, on verra un peu plus tard, dans une autre paracha, que ceux-là même qui ont connu Yosef, qui ont bénéficié de son aide, qui ont bénéficié de son soutien, qui ont bénéficié de sa compétence et de sa générosité, ces gens qui crevaient de faim et qui ont eu à manger grâce à lui, eh bien, lorsqu'il y aura une nouvelle autorité, ils feront comme s'ils n'avaient jamais existé. Il y a des gens, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier, où que l'on soit dans le monde, il ne faut pas jamais faire une confiance démesurée à aucun parti politique, aucun homme politique, car les hommes politiques, en général,
il faut passer l'intérêt personnel et l'intérêt de leur parti bien avant parfois l'intérêt de la nation. Et évidemment l'intérêt de la nation bien avant l'intérêt des opposants en politique. Parce que ce n'est pas la vérité qui compte pour eux, mais c'est uniquement l'esprit partisan. Nous sommes les partisans de la vérité, qu'elle soit de droite ou de gauche, qu'elle soit chez les juifs ou chez les non-juifs. Et c'est comme ça qu'il faut continuer à étudier la Torah, c'est comme ça qu'il faut continuer à la respecter. Et avec l'aide de Dieu, en agissant de la sorte, vous verrez avec le temps que vous serez toujours du côté des gens bien. Une fois encore, qu'ils soient juifs ou qu'ils ne le soient pas. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui et on se retrouvera à Bezed Hashem la semaine prochaine. Kol Tov.